J'étais à Tokyo, plongée dans un projet de 6 mois qui m'avait déjà vidé mentalement et émotionnellement, quand son email est arrivé. Il était tard, presque minuit. Les lumières de la ville scintillaient par la fenêtre de ma chambre d'hôtel tandis que je vérifiais une dernière fois ma messagerie avant de dormir. C'est là que je l'ai vu. Un message de Nicolas. Simple. Bref. Brutal. Je pense qu'il est temps qu'on arrête. J'ai déposé une demande de divorce. Merci de ne pas me contacter directement. C'était tout. Pas d'explication. Pas de remords. Juste une finalité enveloppée dans une froideur numérique qui contrastait violemment avec les 8 années que nous avions partagées. 8 ans de mariage. 8 ans à rire, pleurer, voyager et construire une vie ensemble dans notre appartement du 11e arrondissement. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Mes mains tremblaient tandis que je relisais ce message, encore et encore, tentant désespérément de donner un sens à ces mots qui semblaient si étrangers, si incompatibles avec l'homme qui m'avait juré fidélité à la mairie du 3e, devant nos familles et amis. Comment quelque chose d'aussi profondément enraciné pouvait-il être jeté avec une telle désinvolture? Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas appelé. Je suis simplement restée assise dans cette chambre d'hôtel anonyme, fixant l'écran jusqu'à ce que le soleil se lève sur Tokyo. Les bruits de la ville qui s'éveillaient formaient un étrange contraste avec le silence qui s'était installé en moi. Un silence lourd, épais, presque tangible. Ma réponse a été composée avec un calme que je ne me connaissais pas, compris. Un seul mot. C'est tout ce que je lui ai donné. Mais à l'intérieur, une tempête commençait à se former, silencieuse, précise et implacable. Je me souviens avoir regardé par la fenêtre ce matin-là, observant les Tokyoïtes pressés se rendre au travail sous un ciel d'un bleu parfait. J'ai pensé à Paris, à notre vie ensemble, au projet que nous avions fait. Le voyage à Belle-Île que nous avions prévu pour l'été. Le dîner chez Septime pour notre anniversaire. La rénovation de la salle de bain que nous avions enfin décidé d'entreprendre. Comment peut-on effacer 8 ans en quelques mots? Comment peut-on réduire à néant tous ces moments, ces souvenirs, ces promesses d'avenir partagées? Cette question tournait en boucle dans ma tête tandis que je me préparais mécaniquement pour une journée de travail que j'allais devoir affronter comme si de rien n'était. J'ai traversé cette journée dans un état second, participant à des réunions, répondant à des emails, discutant avec des collègues japonais sans qu'aucun d'entre eux ne se doute du gouffre qui venait de s'ouvrir dans ma vie. C'était presque irréel, comme si j'observais quelqu'un d'autre jouer mon rôle. Cette femme qui souriait poliment, qui prenait des notes, qui hochait la tête aux moments appropriés, ce ne pouvait pas être moi. Pas après ce qui venait de se passer. Le soir venu, seule dans ma chambre, j'ai vérifié si Nicolas avait répondu à mon message laconique. Rien. Juste un silence numérique aussi froid que sa demande de divorce. J'ai alors fait quelque chose d'étrange. J'ai ouvert notre album photo partagé sur le cloud. Des centaines d'images défilaient sur mon écran. Notre week-end à Etretat. Noël chez ses parents à Lyon. Notre voyage en Corse. Ce dîner au café de Flore où il m'avait demandé en mariage. Chaque photo semblait maintenant appartenir à une vie qui n'était plus la mienne, comme si je regardais le bonheur de parfaits inconnus. Je me suis surprise à scruter ces images, cherchant des signes avant-coureurs, des indices que j'aurais manqués. Y avait-il un regard détourné, un sourire forcé, une distance imperceptible qui aurait pu me mettre sur la voie? Mais je ne voyais rien d'autre que 2 personnes qui semblaient heureuses. 2 personnes qui faisaient des projets. 2 personnes qui s'aimaient, ou du moins, c'est ce que je croyais. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai écrit un long email à Nicolas, déversant toutes mes questions, ma confusion, ma douleur. Puis je l'ai supprimé sans l'envoyer. J'en ai écrit un autre, plus court, plus digne. Je l'ai supprimé aussi. Finalement, j'ai compris que tout ce que je pourrais dire ne changerait rien. Il avait pris sa décision sans m'inclure dans la conversation, sans me donner la possibilité de comprendre ou de réparer ce qui était brisé. Il m'avait réduite au silence, et paradoxalement, c'est ce silence même qui devenait maintenant ma seule dignité. Les jours suivants ont été un brouillard de travail intensif et de nuits sans sommeil. J'ai appelé ma sœur Mathilde à Paris, la seule personne à qui j'ai osé confier ce qui venait de se passer.
Sa colère pour moi était presque réconfortante, comme si elle ressentait ce que je n'arrivais pas encore à éprouver moi-même. « Tu devrais rentrer, Emma, m'a-t-elle dit. Et tu ne devrais pas traverser ça toute seule, à l'autre bout du monde. » Mais je ne pouvais pas rentrer. Pas encore. Tokyo était devenu, bien malgré moi, un refuge. Une bulle hors du temps où la réalité de mon mariage brisé n'avait pas encore pris toute sa dimension. Ici, je pouvais encore prétendre que ma vie à Paris existait toujours, intacte, en attente de mon retour. Ce que je ne savais pas alors, c'est que la véritable trahison n'avait pas encore été révélée. Ce n'était que le début d'une tempête qui allait tout balayer sur son passage, ne laissant derrière elle que les fondations sur lesquelles je devrais reconstruire une nouvelle vie. Une semaine plus tard, alors que je terminais une présentation pour des clients japonais, mon téléphone a vibré. Une notification de la BNP Paribas, notre compte joint avait été intégralement vidé. J'ai d'abord cru à une erreur, peut-être même à une arnaque. J'ai immédiatement appelé le service client, le cœur battant à tout rompre. Madame Leroy, je confirme que ces opérations sont tout à fait légitimes, m'a expliqué la conseillère d'une voix neutre. Votre conjoint a effectué plusieurs virements ces derniers jours vers un autre compte à son nom. Tout est en ordre du point de vue bancaire. En ordre? Ces mots résonnaient comme une insulte. Nicolas avait transféré notre épargne commune par petites sommes pour éviter d'éveiller mes soupçons. Toutes nos économies, l'argent que nous avions mis de côté pour acheter une maison en banlieue parisienne, l'héritage de ma grand-mère que j'avais placé sur ce compte, tout avait disparu. Il ne restait plus rien. Encore engourdi par cette découverte, j'ai contacté Claire, une amie qui travaillait chez EDF et qui pourrait me dire si Nicolas habitait toujours dans notre appartement du 11e. Je voulais comprendre, avoir un semblant d'explication qui donnerait du sens à ce cauchemar. Ce qu'elle m'a révélé m'a frappé plus durement que l'email ou même le vol de notre épargne. Emma, je suis désolée de te dire ça, mais il n'est pas seul dans votre appartement, a-t-elle dit avec une hésitation palpable dans la voix. J'ai dû y aller hier pour une vérification de compteur. Une femme m'a ouvert. Elle se présentait comme la nouvelle occupante. Jeune, blonde, elle portait un de tes kimonos, celui que tu as rapporté de Kyoto l'année dernière. J'ai raccroché et me suis assise sur le bord de mon lit, dans le petit appartement temporaire que mon entreprise avait loué pour moi à Shibuya. La vision de cet inconnu portant mon kimono, dormant dans mon lit, utilisant ma cuisine, parcourant ma vie comme si c'était la sienne, a déclenché quelque chose en moi. Une rage froide et silencieuse qui contrastait avec l'engourdissement des jours précédents. Nicolas n'avait pas seulement mis fin à notre mariage. Il tentait d'effacer mon existence même. Ce n'était pas une simple rupture, c'était un remplacement calculé. Il ne voulait pas un divorce. Il voulait une nouvelle version de sa vie, avec une nouvelle femme à ma place, comme si les 8 années que nous avions partagées n'avaient été qu'une ébauche, une répétition pour la vraie pièce qui commençait maintenant. Cette nuit-là, assise devant la fenêtre qui donnait sur les lumières kaléidoscopiques de Tokyo, j'ai pris une décision. Je ne lui donnerais pas la satisfaction de me voir brisée. S'il voulait la guerre, je lui opposerais un silence plus dévastateur que n'importe quel cri. Un silence méthodique, implacable, qui répondrait à sa cruauté par une justice froide et précise. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, ni la suivante. J'ai commencé à faire des recherches, à comprendre mes droits. J'ai contacté ma banque pour signaler l'abus financier. J'ai pris des notes détaillées sur tout ce que je savais, sur les dates, les montants, les conversations. Je construisais, brique par brique, le dossier qui me permettrait non pas de me venger, mais de récupérer ce qui m'appartenait légitimement. Entre 2 réunions professionnelles, je consultais des forums juridiques. Le soir, je parlais avec Mathilde qui était devenue mes yeux et mes oreilles à Paris. Elle avait aperçu Nicolas et cette femme au marché de la Bastille, main dans la main, riant comme si le monde leur appartenait. Elle me rapportait ces détails avec précaution, craignant de me blesser davantage, mais ces informations étaient devenues des munitions que j'emmagasinais soigneusement. Il a emmené cette fille chez Bertillon dimanche dernier, m'a raconté ma sœur un jour. Et tu sais, là où il t'avait demandé en mariage. Il avait l'air vraiment amoureux, Emma. Je suis désolée. Je me suis surprise à sourire en entendant ça. Pas un sourire de joie, bien sûr, mais celui d'une certitude qui se confirmait. Nicolas était prévisible dans sa cruauté.
Il recyclait notre histoire avec cette nouvelle femme, pensant peut-être effacer les originaux par ces nouvelles versions. Il ne réalisait pas qu'il me donnait exactement ce dont j'avais besoin, la preuve qu'il avait prémédité tout cela, que notre mariage n'était pas simplement fini comme il l'avait prétendu dans son email lapidaire, mais qu'il l'avait activement sabordé. Pendant ce temps, mon travail à Tokyo devenait mon ancrage. Je m'y plongeais avec une intensité nouvelle, comme si chaque présentation réussie, chaque contrat signé était une petite victoire contre le chaos de ma vie personnelle. Mes collègues japonais remarquaient ce changement, cette efficacité presque mécanique avec laquelle j'abordais désormais les projets. Le roi-san, vous êtes comme un samouraï, m'a dit un jour Tanaka-san, mon homologue japonais. Calme à l'extérieur, mais avec un feu intérieur qui brûle tout. Il ne savait pas à quel point sa métaphore était juste. Cette flamme en moi ne me consumait pas, elle me forgeait. Chaque jour qui passait, je devenais plus forte, plus déterminée, plus claire dans ce que je voulais accomplir. J'ai commencé à reprendre contact avec des amis à Paris, discrètement, sélectivement. Pas pour leur raconter ma peine, je n'étais pas prête à partager cette vulnérabilité, mais pour recueillir des informations, tisser un réseau qui me servirait à mon retour. J'ai découvert que beaucoup savaient déjà pour Nicolas et sa nouvelle compagne. Certains avaient essayé de me contacter, mais il avait apparemment raconté que notre séparation était mutuelle, que j'étais partie à Tokyo pour réfléchir, que j'avais besoin d'espace. Ces mensonges, plutôt que de m'abattre, ont renforcé ma résolution. Il y avait une étrange liberté dans cette trahison absolue. Nicolas avait brisé tous les liens, toutes les promesses, tous les serments. Je n'avais plus rien à perdre, plus aucune illusion à maintenir. Cette clarté était presque enivrante. La nuit, quand Tokyo s'endormait enfin et que le silence enveloppait mon petit appartement, je me surprenais parfois à pleurer. Non pas de tristesse, mais d'une colère si profonde qu'elle ne trouvait pas d'autre exutoire. Je pleurais pour la femme que j'avais été, celle qui avait cru en l'amour, en la loyauté, en la permanence des choses. Cette femme était morte, tuée par un email de 5 lignes et une série de trahisons calculées. À sa place naissait quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui comprenait que les fins pouvaient être des commencements déguisés. Quelqu'un qui savait maintenant que la justice n'était pas un cadeau à attendre mais un droit à conquérir. Quelqu'un qui n'avait plus peur du silence, ni de la solitude, ni même de la colère. Un matin, alors que je prenais mon café sur le petit balcon de mon appartement temporaire, regardant Tokyo s'éveiller sous un ciel d'un bleu limpide, j'ai reçu un autre email de Nicolas. Plus long cette fois, presque suppliant. Il se demandait pourquoi je ne répondais pas à ses messages, pourquoi je n'avais pas contesté sa demande de divorce, pourquoi j'étais si froide. Il disait qu'il voulait que les choses se passent en bons termes, que nous restions amis. J'ai lu ce message plusieurs fois, fasciné par son audace, par l'inconscience dont il faisait preuve. Puis je l'ai supprimé, sans y répondre. Son email révélait quelque chose d'important, il commençait à s'inquiéter de mon silence. Il s'attendait à des larmes, à des supplications, à une confrontation. Mon calme le déstabilisait plus que n'importe quelle réaction émotionnelle. C'est à ce moment précis que j'ai compris que j'étais sur la bonne voie. Le silence pouvait être une arme plus puissante que les mots. Et j'allais l'utiliser avec une précision chirurgicale. J'ai passé le mois suivant à travailler en double, divisant mon énergie entre mon projet professionnel qui touchait à sa fin et ma nouvelle mission personnelle. Je me levais à l'aube pour étudier les lois françaises sur le divorce, les procédures de séparation des biens, et les recours possibles en cas de préjudice financier. Je découvrais un monde dont j'ignorais tout, naviguant entre articles du Code civil et jurisprudence avec une application qui surprenait même les avocats que je consultais en ligne. Ma première démarche a été de contacter Maître Delorme, une avocate spécialisée en droit familial que m'avait recommandé une collègue. Notre premier rendez-vous s'est déroulé par visioconférence, à 5 heures du matin pour moi à Tokyo, 7 heures de décalage horaire oblige. Votre situation est malheureusement classique, Madame Leroy, m'a-t-elle expliqué, son visage grave encadré par l'écran de mon ordinateur. Mais votre mari a commis plusieurs erreurs qui jouent en votre faveur. Le détournement de fonds du compte joint est particulièrement problématique pour lui. Quant à l'adultère, si vous pouvez le prouver, cela renforcera considérablement votre position. Pendant qu'elle parlait,
je prenais des notes méticuleuses, organisant déjà mentalement les preuves que je devrais rassembler, les témoins que je pourrais solliciter, les documents que je devrais obtenir. Ce n'était pas la vengeance qui me motivait, mais un besoin viscéral de justice. Je ne voulais pas détruire Nicolas, je voulais simplement récupérer ce qu'il m'avait volé, ma dignité, mon avenir, ma sécurité financière. Il faudra agir vite à votre retour, a poursuivi Maître Delorme. Plus vous attendez, plus il aura le temps de dissimuler des actifs ou de construire sa propre défense. J'ai hoché la tête, consciente que chaque jour qui passait représentait un risque supplémentaire. Nicolas avait déjà prouvé qu'il était capable de calcul et de dissimulation. Je ne doutais pas qu'il préparait déjà sa stratégie, pensant probablement que mon silence équivalait à une capitulation. Mon travail me donnait accès à des ressources dont la plupart des gens ne disposaient pas. J'ai contacté discrètement Antoine, un ami qui travaillait dans la cybersécurité, pour m'assurer que Nicolas n'avait pas accès à mes nouveaux comptes email ou à mes communications. J'ai aussi sollicité l'aide de Jérôme, un ancien camarade de Sciences Po reconverti dans la finance, qui m'a conseillé sur la meilleure façon de sécuriser mes revenus et d'établir un nouveau profil financier indépendant. Tu devrais envisager d'acheter un bien immobilier dès ton retour, m'a suggéré Jérôme lors d'un de nos appels. Pas seulement pour te loger, mais aussi comme investissement sûr. Si ton mari a vidé vos économies, c'est le meilleur moyen de te reconstruire financièrement. Cette idée a fait son chemin dans mon esprit. J'ai commencé à rechercher des appartements à Paris, mais dans des quartiers où Nicolas et moi n'avions jamais vécu ni même envisagé de vivre. Je voulais un nouveau départ, pas un écho de notre vie passée. Après quelques semaines de recherche, j'ai repéré un petit 2 pièces dans le 15e arrondissement, près du parc André Citroën. Il était modeste mais lumineux, avec une vue dégagée sur la Seine qui me rappelait étrangement celle de mon appartement temporaire à Tokyo. « Je peux faire une offre pour toi », m'a proposé Mathilde après avoir visité l'appartement à ma place. « Il est parfait, Emma. Calme, bien situé, et surtout, c'est un nouveau départ. » J'ai accepté, utilisant une partie de mes économies personnelles que Nicolas ne connaissait pas, un compte que j'avais ouvert des années auparavant pour mettre de côté une partie de mes primes professionnelles. À l'époque, je pensais naïvement constituer un « fonds surprise » pour nous offrir un grand voyage ou rénover notre cuisine. La vie avait une étrange façon de détourner nos intentions. Parallèlement, j'ai commencé à rassembler méthodiquement chaque document, reçu et message qui pourrait servir mon dossier juridique. J'ai demandé à la banque des relevés détaillés des mouvements sur notre compte joint. J'ai contacté notre propriétaire pour obtenir des informations sur notre bail et vérifier si Nicolas avait tenté de le modifier. J'ai même retrouvé notre contrat de mariage, signé 8 ans plus tôt chez le notaire du boulevard Haussmann, dans lequel nous avions spécifié une séparation de biens, une clause que Nicolas semblait avoir commodément oubliée. Ces démarches administratives, loin d'être un fardeau, me donnaient un sentiment de contrôle que je n'avais pas ressenti depuis ce fameux email. Chaque document réuni, chaque preuve collectée était une petite victoire qui me rapprochait de mon objectif. Je construisais mon dossier comme j'aurais monté un projet professionnel, avec précision, méthode et une attention obsessionnelle aux détails. Le plus difficile était de maintenir cette façade de normalité face à mes collègues et aux clients japonais. Je souriais, je plaisantais, je participais au dîner d'affaires comme si ma vie personnelle n'était pas en train de s'effondrer. Cette dissociation était épuisante mais nécessaire. Je ne voulais pas que ma situation affecte ma crédibilité professionnelle ou, pire encore, suscite une pitié que je n'aurais pas supportée. « Vous semblez différente ces derniers temps », le roi San m'a fait remarquer un jour. Tanaka-san alors que nous partagions un taxi après une longue journée de négociations. Ou plus, déterminé. C'est bon pour les affaires, mais j'espère que vous prenez soin de vous. J'ai souri, touché par sa préoccupation sincère. Les Japonais avaient cette capacité à percevoir les subtils changements d'humeur, les non-dits qui flottaient dans l'air. Je traverse une période de transformation personnelle, ai-je simplement répondu. Mais tout va bien. Vraiment. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Au milieu du chaos, je découvrais en moi des ressources insoupçonnées, une résilience, une détermination, une clarté d'esprit que je n'aurais jamais cru posséder. Comme si la trahison de Nicolas avait brisé un barrage en moi, libérant un flot d'énergie et de volonté que j'avais trop longtemps contenu. Les semaines passaient, et mon retour à Paris approchait.
J'ai informé Maître Delorme de ma date d'arrivée, et nous avons planifié notre stratégie. Elle avait déjà préparé une requête en divorce pour faute, citant l'adultère et l'abus financier comme motifs principaux. Tous les documents étaient prêts à être déposés dès mon retour. Ne prévenez pas votre mari de votre retour, m'a conseillé mon avocate. L'effet de surprise sera à notre avantage. J'ai acquiescé, comprenant la logique tactique derrière cette suggestion. Nicolas pensait probablement que j'étais toujours sous le choc, paralysé par la douleur à l'autre bout du monde. Mon retour inattendu, armé d'un dossier juridique solide, serait son premier avertissement que la situation lui échappait complètement. Chaque mouvement que je faisais était invisible, masqué par le décalage horaire et l'illusion de distance. Mes transferts bancaires, mes consultations juridiques, mes recherches immobilières, tout se faisait dans l'ombre, loin des regards et surtout loin de celui de Nicolas. Il croyait m'avoir battu à ce jeu qu'il avait lui-même initié. C'était sa première erreur. Sa seconde était de sous-estimer à quel point le calme pouvait être dangereux lorsqu'il était alimenté par la trahison. La veille de mon départ de Tokyo, j'ai reçu un dernier email de Nicolas. Plus court cette fois, presque agacé. Emma, ton silence devient ridicule. Nous devons discuter des modalités pratiques du divorce. Réponds-moi. Pas de « s'il te plaît ». Pas de considération pour ce que je pouvais ressentir. Juste une exigence, comme s'il avait encore le droit de me demander quoi que ce soit. J'ai archivé ce message sans y répondre, me contentant de sourire face à son impatience grandissante. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que j'avais transcendé la douleur initiale. J'étais passé au-delà de la colère, au-delà même du ressentiment. J'étais entré dans un espace de clarté froide où seule la justice importait. Et la justice, contrairement à la vengeance, se servait rarement du spectacle. Elle avançait méthodiquement, implacablement, dans l'ombre. Mon dernier soir à Tokyo, j'ai dîné avec mes collègues japonais dans un petit restaurant traditionnel de Ginza. Nous avons bu du saké, partagé des sushis, échangé des souvenirs de ces 6 mois intenses. Personne ne savait que derrière mes sourires et mes toasts se cachait une femme en pleine métamorphose, sur le point de livrer la bataille de sa vie. À votre retour à Paris, le roi San a déclaré solennellement Tanaka-san en levant son verre. Puissiez-vous y retrouver la paix. J'ai levé mon verre à mon tour, touché par ce vœu dont il ignorait la profonde résonance. À la paix, ai-je répondu. Et à la justice. Le lendemain matin, je prenais l'avion pour Paris, mon dossier complet dans ma valise et une détermination inébranlable dans le cœur. Nicolas pensait que j'étais brisée et impuissante à l'autre bout du monde. Il allait bientôt découvrir à quel point il s'était trompé. 2 mois après ce fameux email, j'ai atterri à l'aéroport Charles de Gaulle. C'était début octobre, Paris baignait dans cette lumière dorée si particulière à l'automne. La ville semblait plus belle que dans mes souvenirs, comme si mon absence l'avait sublimée. J'ai pris un taxi jusqu'à mon nouvel appartement du 15e, où Mathilde m'attendait avec les clés et quelques provisions de base. Il ne sait pas que tu es rentré, a-t-elle confirmé en me serrant dans ses bras. Personne ne sait, à part moi et ton avocate. J'ai hoché la tête, reconnaissante pour sa discrétion. Mon appartement était vide à l'exception d'un matelas et de quelques meubles essentiels que ma sœur avait fait livrer. Cette nudité me convenait parfaitement. Pas de souvenirs, pas d'histoire, juste un espace neutre où je pourrais me reconstruire. « Et tu es sûr de vouloir faire ça ?» m'a demandé Mathilde, son visage trahissant son inquiétude. « Tu pourrais simplement laisser ton avocate s'occuper de tout. »« Je dois voir », ai-je répondu simplement. Pour tourner la page, j'ai besoin de voir la vérité en face. Le lendemain matin, après une nuit agitée, j'ai pris le métro jusqu'à la station Bastille. Notre appartement, mon ancien appartement, se trouvait à 10 minutes à pied, dans une petite rue tranquille près du canal Saint-Martin. J'ai marché lentement, le cœur battant, m'arrêtant au café des Phares où nous avions l'habitude de prendre notre petit déjeuner dominical. J'ai commandé un café crème, observant la vie parisienne reprendre ses droits après la parenthèse matinale. Tout semblait si normal, si familier, et pourtant tout avait changé. À 9 heures précises, je me suis postée sur le trottoir d'en face, partiellement dissimulé par un arbre. Notre immeuble haussmannien n'avait pas changé, pierre de taille patinée par le temps, balcon en fer forgé, grande fenêtre lumineuse.
J'ai attendu, immobile, me sentant étrangement détachée, comme si j'observais la scène dans un film. À 9h15, la porte de l'immeuble s'est ouverte. Elle est sortie, la première, jeune, blonde comme me l'avait décrit Claire, vêtue d'une robe d'été malgré la fraîcheur automnale. Elle riait à quelque chose que Nicolas, qui la suivait, venait de dire. Il portait sa veste en cuir préférée, celle que je lui avais offerte pour son 35e anniversaire, et tenait un casque de moto sous le bras. Ils se sont embrassés sur le trottoir, longtemps, passionnément, avant qu'elle ne s'éloigne vers le métro. Je les regardais partir, cette femme qui vivait maintenant ma vie, qui occupait mes espaces, qui utilisait mes objets. Elle n'était pas vraiment comme je l'avais imaginé. Plus jeune, certainement. Plus insouciante aussi, à en juger par sa démarche légère et son rire qui résonnait encore dans la rue. Je ne ressentais pas de haine envers elle, juste une curiosité détachée. Était-elle au courant de la façon dont Nicolas l'avait installée dans une vie volée? Savait-elle qu'elle dormait dans des draps choisis par une autre femme, qu'elle mangeait dans des assiettes sélectionnées lors d'un autre amour? Nicolas est resté sur le trottoir quelques instants après son départ, consultant son téléphone avec un sourire satisfait. Ce sourire que je connaissais si bien et qui me semblait maintenant appartenir à un étranger. Puis il est remonté dans l'appartement. Je ne l'ai pas confronté. Je n'en avais pas besoin. Au lieu de cela, je suis retournée dans mon nouvel appartement du 15e et j'ai appelé Maître Delorme. J'ai besoin que vous me mettiez en contact avec un détective privé, lui ai-je dit sans préambule. Quelqu'un de discret et d'efficace. 2 jours plus tard, je rencontrai Monsieur Mercier dans un café près du Trocadéro. C'était un homme d'une 50aine d'années, au visage ordinaire et aux manières discrètes, exactement le genre de personne qu'on ne remarque pas dans une foule. Votre cas est assez classique, Madame Leroy, m'a-t-il expliqué après avoir écouté mon histoire. Je vais surveiller votre mari et sa compagne pendant 2 semaines. Leurs habitudes, leurs allées et venues, leurs contacts. Si l'adultère a commencé avant votre séparation officielle, comme vous le soupçonnez, nous en trouverons des preuves. J'ai acquiescé, lui remettant une enveloppe contenant une avance et toutes les informations dont il aurait besoin, l'adresse de l'appartement, les horaires habituels de Nicolas, ses lieux fréquentés, ses amis proches. Je me sentais étrangement calme, presque clinique dans ma démarche. Ce n'était plus une question d'émotion, mais de faits à établir, de preuves à rassembler. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, j'ai organisé ma nouvelle vie avec une efficacité méthodique. J'ai acheté quelques meubles essentiels, trouvé un cabinet de recrutement spécialisé dans les postes de direction, et commencé à préparer mon retour professionnel à Paris. J'ai maintenu un profil bas, évitant les quartiers que Nicolas fréquentait habituellement, utilisant un nouveau numéro de téléphone que seule ma sœur, mon avocate et le détective connaissaient. J'étais un fantôme dans ma propre ville, invisible mais observant tout. Monsieur Mercier m'a contacté un soir, alors que j'étais en train de déballer des cartons dans mon salon encore spartiate. J'ai ce qu'il vous faut, Madame Leroy, m'a-t-il annoncé. Beaucoup plus que ce que vous imaginiez. Nous nous sommes retrouvés le lendemain dans son bureau anonyme du 12e arrondissement. Sur son ordinateur, il m'a montré des dizaines de photos, Nicolas et sa nouvelle compagne sortant de restaurants, se promenant le long de la Seine, entrant dans notre immeuble. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'étaient les dates associées à certaines de ces images. Ces photos datent d'avril, ai-je murmuré, sentant mon cœur se serrer malgré moi. J'étais encore à Paris en avril. Nous vivions encore ensemble. Monsieur Mercier a hoché la tête, son visage exprimant une compassion professionnelle. J'ai retrouvé des traces de leur relation remontant à plus de 8 mois, Madame Leroy. Bien avant votre départ pour Tokyo. Ils se voyaient régulièrement à l'hôtel Amour dans le 9e. Le personnel les connaît bien. 8 mois. Pendant que je préparais mon départ pour Tokyo, pendant que nous discutions de rénover notre salle de bain, pendant que nous dînions ensemble et partagions notre lit, Nicolas vivait déjà une double vie. Cette révélation aurait dû me blesser, me mettre en colère, mais j'ai ressenti un étrange soulagement. La pièce manquante du puzzle venait de se mettre en place. Ce n'était pas une décision soudaine, un coup de tête émotionnel, c'était un plan méthodique, exécuté avec patience. Il y a autre chose, a poursuivi le détective en ouvrant un autre dossier. Votre mari a récemment fait des démarches pour vendre votre appartement.
Cette fois, j'ai senti une vraie colère monter en moi. L'appartement était à nos deux noms, acheté avec l'héritage de ma grand-mère comme apport principal. Il ne pouvait légalement pas le vendre sans mon consentement. Il a produit une procuration supposément signée par vous, a expliqué Monsieur Mercier. J'ai eu un contact à l'agence immobilière qui m'a transmis une copie. La signature est approximative. J'ai examiné le document qu'il me tendait. La signature ressemblait vaguement à la mienne, mais n'importe quel expert pourrait facilement déterminer qu'il s'agissait d'un faux. Nicolas était devenu imprudent, trop confiant dans son impunité. C'est parfait, ai-je dit en rangeant soigneusement le document dans mon sac. Exactement ce dont nous avions besoin. Dans les jours qui ont suivi, j'ai transmis toutes ces informations à Maître Delorme, qui les a ajoutées à notre dossier déjà substantiel. Les photos, les fausses signatures, les relevés bancaires, les témoignages, tout s'accumulait comme les pièces d'un puzzle implacable. Nous sommes prêts à déposer la requête, m'a annoncé mon avocate lors de notre dernière réunion avant le dépôt. Je dois vous prévenir, Emma. Une fois que nous aurons enclenché ce processus, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Êtes-vous certaine de vouloir aller jusqu'au bout? J'ai regardé par la fenêtre de son bureau, observant Paris s'étendre sous un ciel d'automne. Quelque part dans cette ville, Nicolas continuait sa vie comme si rien ne s'était passé, comme s'il avait réussi à effacer notre histoire d'un simple email. Il ne savait pas encore que j'étais revenue, que j'avais vu, documenté, préparé. Il ne savait pas que le sol allait bientôt se dérober sous ses pieds. Absolument certaine, ai-je répondu en me tournant vers elle. Déposer la requête dès demain. Cette nuit-là, seule dans mon appartement encore peu meublé, j'ai ouvert la fenêtre et contemplé la Seine qui scintillait. Sous la lune. L'air était frais, presque froid, mais je me sentais étrangement sereine. J'avais passé ces derniers mois dans une sorte de limbe émotionnel, suspendu entre la douleur et la résolution. Maintenant, je me tenais au bord d'un précipice, prête à sauter vers l'inconnu. Pour la première fois depuis ce fameux email reçu à Tokyo, j'ai senti les larmes couler sur mes joues. Non pas des larmes de tristesse ou de colère, mais des larmes de libération. Quelque chose se dénouait en moi, une tension que je n'avais même pas conscience de porter. J'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir. La suite ne dépendait plus de moi. Quand Nicolas a reçu l'assignation, il ne l'a pas vu venir. C'était un mardi matin ordinaire pour lui, jusqu'à ce que l'huissier sonne à la porte de notre ancien appartement. Je peux imaginer son visage se décomposant à mesure qu'il parcourait les documents, découvrant non seulement que j'étais de retour à Paris, mais aussi que j'avais constitué un dossier accablant contre lui. Il m'a appelé moins d'une heure plus tard. Je regardais son nom clignoter sur l'écran de mon téléphone, sentant un étrange détachement. C'était la première fois qu'il tentait de me joindre directement depuis des mois, lui qui avait insisté pour que je ne le contacte pas. J'ai laissé sonner plusieurs fois avant de décrocher, sans parler. Emma? Emma, c'est toi. Tu es à Paris? Sa voix était un mélange de panique et de colère. Tu ne peux pas faire ça. On avait un accord. Tu ne peux pas débarquer comme ça et tout chambouler. Je suis restée silencieuse, écoutant sa respiration s'accélérer à l'autre bout de la ligne. Il continuait à parler, sa voix montant dans les aigus, alternant entre menaces et supplications. Et tu ne comprends pas dans quoi tu t'embarques? C'est ridicule, tout ça. On pourrait régler ça à l'amiable. Tu ne peux pas me faire ça, pas après 8 ans. 8 ans. Ces mots résonnaient étrangement dans ma tête. 8 années qu'il avait balayées d'un revers de main dans un email de 5 lignes. 8 années qu'il pensait pouvoir effacer en installant une autre femme dans notre lit sans même attendre que nos draps aient refroidi. J'ai raccroché sans avoir prononcé un seul mot. Le silence comme réponse. Ce n'était plus une stratégie maintenant, mais une nécessité vitale. Je n'avais rien à lui dire. Tous les mots possibles semblaient dérisoires face à l'ampleur de sa trahison. Il a rappelé immédiatement. Puis encore. Puis il a commencé à envoyer des messages, d'abord menaçants, puis suppliants. Tu ne sais pas ce que tu fais. On peut parler, non? Comme des adultes. Rappelle-moi, Emma. S'il te plaît. J'ai transmis tous ces messages à Maître Delorme, qui les a ajoutés à notre dossier comme preuve supplémentaire de harcèlement. Entre-temps,
j'ai commencé à recevoir des appels d'amis communs. Nicolas avait apparemment lancé une contre-offensive, contactant notre cercle social pour présenter sa version des faits. J'ai été surprise de constater combien peu cela m'affectait. Ces personnes qui oscillaient entre lui et moi n'étaient pas celles dont j'avais besoin dans ma vie maintenant. La date de l'audience préliminaire approchait. Nous nous retrouverions face à face pour la première fois depuis mon départ pour Tokyo, dans le cadre solennel du tribunal de grande instance de Paris. Je me préparais mentalement à cette confrontation, passant des heures avec Maître Delorme à répéter mon témoignage, à anticiper les arguments de la partie adverse, à me familiariser avec le protocole judiciaire. Soyez factuelle, précise et succincte, me conseillait-elle. Ne vous laissez pas emporter par l'émotion. Laissez les faits parler d'eux-mêmes. La veille de l'audience, j'ai passé la soirée seule dans mon appartement du 15e. J'ai sorti les quelques photos de notre mariage que j'avais conservées et les ai regardées une dernière fois avant de les ranger dans une boîte. Ces images appartenaient désormais à un passé que je m'apprêtais à clore définitivement. Je ne ressentais plus cette douleur aiguë des premiers jours, mais plutôt une mélancolie tranquille, comme on regarde s'éloigner un paysage depuis la fenêtre d'un train. Le jour de l'audience, je me suis levée avant l'aube. J'ai choisi avec soin ma tenue, un tailleur bleu marine sobre, des escarpins confortables, un maquillage minimaliste. Je voulais projeter l'image d'une femme digne et composée, pas celle d'une victime cherchant à susciter la pitié. Avant de quitter mon appartement, j'ai pris quelques instants pour me recueillir, respirant profondément, me centrant sur ma détermination. Le palais de justice était imposant, comme toujours. J'ai retrouvé Maître Delorme dans le hall principal, impressionné par son calme et son assurance. Elle portait sa robe d'avocate avec une élégance naturelle, ses dossiers soigneusement organisés sous son bras. « Prête » m'a-t-elle demandé en me serrant brièvement la main. « Prête » ai-je confirmé. Nous avons attendu dans une salle annexe que notre affaire soit appelée. L'attente était interminable, peuplée de visages anonymes partageant tous une même tension, une même appréhension. J'observais ces inconnus, me demandant quelles histoires de trahison, de chagrin ou d'injustice les avaient conduits ici. Dans cette salle d'attente austère, nous étions tous égaux, tous vulnérables. Quand finalement notre nom a été appelé, j'ai suivi Maître Delorme dans la salle d'audience, le dos droit, le regard fixé droit devant moi. Nicolas était déjà là, assis aux côtés de son avocat, un homme à l'air sévère que je ne connaissais pas. À ma grande surprise, sa petite amie était présente également, assise au premier rang du public. Elle semblait mal à l'aise, presque effrayée, tortillant nerveusement une mèche de cheveux autour de son doigt. Nicolas a levé les yeux quand je suis entrée. Nos regards se sont croisés pour la première fois depuis des mois. J'ai été frappée par son apparence, il semblait plus vieux, plus fatigué que dans mon souvenir. Une barbe de plusieurs jours assombrissait son visage habituellement si soigné. Il a esquissé un sourire incertain dans ma direction, que j'ai laissé sans réponse. Ce n'était pas le moment des faux-semblants. L'audience a commencé. Le juge, une femme d'une soixantaine d'années au regard perçant, a exposé les faits de l'affaire avec une neutralité professionnelle. Puis, elle a donné la parole à Maître Delorme. Mon avocate s'est levée, imposante dans sa robe noire. Sa voix, claire et posée, a rempli la salle tandis qu'elle présentait méthodiquement notre dossier. Chaque document était projeté sur un écran, chaque preuve expliquée avec une précision chirurgicale. Les relevés bancaires montrant le détournement de fonds. Les témoignages attestant de l'adultère. Les photos prises par le détective, datées et horodatées. La fausse procuration pour la vente de l'appartement. Et enfin, l'email initial, ce message de 5 lignes qui avait déclenché tout ce processus. J'observais Nicolas du coin de l'œil pendant que ces preuves s'accumulaient. Son assurance initiale s'effritait visiblement. Il chuchotait frénétiquement à l'oreille de son avocat, qui secouait la tête avec une irritation croissante. Sa petite amie, quant à elle, pâlissait à mesure que la chronologie de leur relation était exposée au grand jour. Quand ce fut au tour de l'avocat de Nicolas de prendre la parole, sa défense semblait déjà fragile. Il a tenté d'argumenter que le compte joint avait été vidé pour protéger nos économies communes face à mes dépenses inconsidérées à Tokyo. Il a prétendu que notre mariage était déjà terminé dans les faits avant le début de la nouvelle relation de Nicolas.
Des arguments qui sonnaient creux face à la solidité de notre dossier. Madame Leroy, m'a interpellé le juge après avoir écouté les deux parties. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Je me suis levée, sentant tous les regards converger vers moi. J'ai pris un moment pour rassembler mes pensées avant de parler. Votre honneur, je ne suis pas ici par vengeance. Je suis ici pour la justice. Mon mari a choisi de mettre fin à notre mariage, ce qui était son droit. Mais la façon dont il l'a fait en me volant, en me remplaçant, en tentant d'effacer 8 années de ma vie sans même une conversation honnête, cela dépasse le cadre d'une simple séparation. Je demande simplement à récupérer ce qui m'appartient, ma part de nos biens communs, la reconnaissance des torts qui m'ont été causés, et la possibilité de tourner cette page dignement. Le juge m'a regardé longuement avant de hocher la tête. Elle s'est ensuite tournée vers Nicolas. Monsieur Leroy, avez-vous quelque chose à ajouter? Nicolas s'est levé, mal à l'aise. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis finalement, d'une voix étonnamment petite, non, votre honneur. L'audience s'est terminée peu après. Le juge a annoncé qu'elle rendrait sa décision dans les semaines à venir, mais a d'ores et déjà ordonné des mesures conservatoires concernant nos biens. Nicolas ne pourrait pas vendre l'appartement ni disposer de nos avoirs communs jusqu'au jugement final. En sortant de la salle d'audience, j'ai remarqué que la petite amie de Nicolas était partie. Il se tenait seul dans le couloir, l'air défait. En me voyant approcher, il a fait un pas dans ma direction. Emma, attends. On peut parler, juste 2 minutes? Je me suis arrêtée, plus par curiosité que par indulgence. Son visage trahissait une confusion sincère, comme s'il n'arrivait pas à comprendre comment la situation avait pu lui échapper à ce point. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, a-t-il murmuré. Je ne pensais pas que tu reviendrais, que tu te battrais. Je croyais que tu accepterais, que tu passerais à autre chose. C'est exactement ce que je fais, Nicolas, ai-je répondu calmement. Je passe à autre chose. Mais pas comme tu l'avais prévu. Son expression s'est durcie. Tu sais ce que tu as fait? Céline est partie. Elle a pris ses affaires pendant l'audience. Elle m'a laissé un message disant qu'elle ne pouvait pas rester avec quelqu'un capable de traiter sa femme comme je t'ai traité. J'ai haussé les épaules, étrangement détaché de ce drame qui semblait maintenant si lointain. Ce n'était pas mon objectif, mais je ne vais pas prétendre que ça me fait de la peine. Il m'a regardé avec un mélange de colère et d'incrédulité. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu n'étais pas comme ça avant. Cette question m'a presque fait sourire. Qu'est-ce qui m'était arrivé? Un email de 5 lignes. Un compte bancaire vidé. Un remplacement brutal. Une trahison si profonde qu'elle avait reconfigué les fondements même de mon identité. Et toi, ai-je simplement répondu. C'est toi qui m'est arrivé, Nicolas. Je l'ai laissé là, immobile dans ce couloir impersonnel du palais de justice, et j'ai rejoint Maître Delorme qui m'attendait à la sortie. Ensemble, nous avons descendu les marches monumentales et sommes sortis dans l'air vif de Paris. Vous avez été parfaite, m'a-t-elle dit en hélant un taxi. Le jugement devrait nous être favorable. Je vous contacterai dès que j'aurai des nouvelles. J'ai hoché la tête, sentant une fatigue immense s'abattre sur mes épaules maintenant que la tension de l'audience se dissipait. Mais c'était une fatigue saine, celle qui suit l'effort, pas celle qui précède la défaite. 3 semaines plus tard, le tribunal a rendu son verdict. Le divorce pour faute était prononcé aux torts exclusifs de Nicolas. L'appartement m'était attribué, ainsi que la moitié de la valeur du compte joint qui avait été vidé. Nicolas était condamné à me verser des dommages et intérêts pour préjudice moral et abus de confiance. J'ai reçu la nouvelle dans mon bureau, ayant récemment accepté un poste de directrice dans une société de consulting international. J'ai lu le jugement plusieurs fois, absorbant chaque mot, chaque reconnaissance des torts que j'avais subis. Ce n'était pas une victoire que je célébrais, mais une justice que j'accueillais avec un soulagement tranquille. Le soir même, j'ai marché jusqu'au canal Saint-Martin, contemplant l'eau qui reflétait les lumières de la ville. Les feuilles d'automne dansaient sur la surface, emportées par le courant vers une destination inconnue. J'ai pensé à Nicolas, à ce qu'il devait ressentir maintenant. Avait-il compris la leçon? Regrettait-il? Cela n'avait plus d'importance.
Nos chemins s'étaient définitivement séparés. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message de Maître Delorme: félicitations, Emma. Justice a été rendue. Et maintenant? J'ai souri face à cette question qui résumait parfaitement ma situation. Et maintenant? Maintenant, il était temps de construire quelque chose de nouveau sur les ruines de ce qui avait été détruit. Pas par nostalgie, ni par peur de l'inconnu, mais par désir de créer une vie qui serait pleinement la mienne. J'ai vendu l'appartement du canal Saint-Martin un mois plus tard. Cette décision a surpris beaucoup de gens, y compris Mathilde qui ne comprenait pas pourquoi je me débarrassais d'un bien immobilier qui avait pris de la valeur dans ce quartier en pleine gentrification. Tu pourrais le louer, m'avait-elle suggéré un soir alors que nous dînions dans une petite brasserie près de l'opéra. Ce serait un revenu supplémentaire non négligeable. J'ai secoué la tête, certaine de ma décision. Je ne veux pas être propriétaire de murs qui contiennent tant de souvenirs trahis. Je préfère une rupture nette. La vente s'est faite rapidement, le marché immobilier parisien étant ce qu'il est. Un jeune couple d'architectes a acheté l'appartement, émerveillé par les moulures d'origine et la vue sur le canal. Je les ai observés lors de la signature chez le notaire, leurs regards complices, leurs projets murmurés, leur excitation palpable. Je ne ressentais aucune amertume, juste l'espoir que ces murs seraient plus cléments avec eux qu'ils ne l'avaient été avec moi. Avec l'argent de la vente et les dommages et intérêts obtenus au tribunal, j'ai remboursé le crédit de mon appartement du 15e et investi le reste. Mais au-delà de cette sécurité financière retrouvée, je cherchais une forme de liberté plus profonde, plus essentielle. Mon nouveau poste de directrice m'offrait la possibilité de voyager régulièrement. J'ai saisi cette opportunité comme on saisit une bouée de sauvetage. J'ai visité Rome et ses ruines majestueuses, témoins silencieux de la façon dont les civilisations peuvent s'effondrer et renaître. J'ai marché dans les rues étroites de Lisbonne, m'imprégnant de sa mélancolie douce, de sa résilience face aux tremblements de terre et aux dictatures. J'ai exploré Berlin et ses cicatrices transformées en art, en mémoire vivante. Ces voyages n'étaient pas des fuites en avant, mais des explorations délibérées, des tentatives de me réinscrire dans un monde plus vaste que mon chagrin personnel. Dans chaque ville, je choisissais des cafés tranquilles où je pouvais observer la vie locale, des parcs où je marchais pendant des heures, des musées où le temps semblait suspendu. Je redécouvrais le plaisir simple d'être seul sans être solitaire. Contrairement à ce que beaucoup de mes amis craignaient, je ne me suis pas enfermée dans l'amertume ou la méfiance. Au contraire, cette expérience avait aiguisé ma perception des autres. J'étais plus attentive aux motivations cachées, plus sensible aux non-dits, mais aussi plus ouverte aux rencontres authentiques. Libérée du besoin de plaire ou de correspondre aux attentes d'autrui, je créais des liens plus honnêtes, plus directs. « Tu as changé », m'a dit un jour Claire lors d'un déjeuner près de son bureau d'EDF. « Tu es plus, toi-même, si ça a un sens. » Cela en avait un. Pour la première fois peut-être, je me sentais alignée avec ma propre vérité, sans compromission ni atténuation. Je n'avais plus peur d'occuper pleinement l'espace qui était le mien, de faire entendre ma voix même quand elle disait des choses dérangeantes, d'affirmer mes limites sans culpabilité. Au printemps suivant, presque un an après ce fameux email reçu à Tokyo, j'ai décidé de rentrer définitivement à Paris. Non pas par nostalgie ou par défaite, mais parce que je voulais faire la paix avec cette ville qui avait été le témoin de mon effondrement et de ma reconstruction. J'ai redécouvert Paris comme on redécouvre un vieil ami après une longue séparation. J'ai exploré des quartiers que je n'avais jamais vraiment visités auparavant, troquant mes habitudes du canal Saint-Martin pour de nouvelles routines dans le 15e, près du parc André Citroën. J'ai développé un goût pour les promenades matinales le long de la Seine, observant le fleuve changer de couleur selon la lumière, les saisons, les caprices du ciel parisien. Mon nouvel appartement est devenu, peu à peu, un véritable chez moi. J'ai pris mon temps pour le meubler, choisissant chaque objet avec intention. Une table en chêne massif trouvée chez un antiquaire de la rue de Bretagne, une collection de céramique japonaise ramenée de Tokyo, des estampes dénichées aux puces de Vanves. Chaque élément racontait une partie de mon histoire, non pas celle de mon mariage brisé, mais celle de ma renaissance. Les questions sur Nicolas sont devenues plus rares, remplacées par des conversations sur mes projets, mes voyages, mon travail. Même Mathilde, qui avait longtemps joué le rôle de gardienne vigilante de mon bien-être émotionnel, a cessé de me demander si j'allais vraiment bien.
Elle avait compris que ma guérison n'était pas un état à atteindre, mais un processus continu dont j'étais à la fois l'architecte et le matériau. Un soir de juin, alors que Paris s'engourdissait sous une chaleur inhabituelle, j'ai reçu un email inattendu. Nicolas. Mon cœur n'a pas fait ce bond douloureux que j'aurais ressenti quelques mois plus tôt. J'ai ouvert le message avec une curiosité détachée. Emma, je ne sais pas si tu liras ce message. Je comprendrai que tu le supprimes sans l'ouvrir. Je voulais simplement te présenter mes excuses. Pas pour le divorce en lui-même, je pense toujours que notre mariage était arrivé à son terme, mais pour la façon dont je l'ai fait. La lâcheté de cet email, le compte vidé, Céline installée dans notre appartement. Je réalise maintenant la cruauté de ces actes. Je ne demande pas ton pardon. Je voulais juste que tu saches que j'ai compris. Et que je suis désolée. J'ai lu ce message plusieurs fois, cherchant à ressentir quelque chose, colère, satisfaction, amertume, soulagement. Mais étrangement, je ne ressentais qu'une légère mélancolie, comme celle qu'on éprouve en regardant de vieilles photographies d'une époque révolue. Ces excuses tardives n'avaient plus le pouvoir de réparer ou de blesser. Elles étaient simplement, là. Un fait parmi d'autres. J'ai fermé l'email sans y répondre, non par rancune, mais parce que je n'avais sincèrement rien à ajouter à cette conversation. Nicolas appartenait à une version de ma vie que j'avais dépassée, comme une peau que j'avais muée. Lui répondre aurait été comme tenter de réintégrer un vêtement devenu trop étroit. Cette même semaine, j'ai été invitée à donner une conférence à Sciences Po sur la résilience professionnelle en période de crise personnelle. Face à un amphithéâtre rempli d'étudiants attentifs, j'ai partagé mon expérience, non pas en m'attardant sur les détails de ma séparation, mais en expliquant comment j'avais transformé cette rupture en opportunité de croissance. Comment j'avais appris à distinguer ce qui était essentiel de ce qui ne l'était pas. Comment j'avais découvert que la vraie force ne consistait pas à ne jamais tomber, mais à se relever avec plus de conscience. On vous décrit souvent comme quelqu'un de calme, presque stoïque face à l'adversité, m'a fait remarquer une étudiante lors de la séance de questions. Est-ce une qualité innée ou quelque chose que vous avez développé? J'ai souri, touché par la perspicacité de cette question. Ni l'un ni l'autre, ai-je répondu. C'est un choix que je fais chaque jour. Le calme n'est pas l'absence d'émotions, mais la décision de ne pas laisser ces émotions dicter nos actions. C'est une forme de liberté intérieure que personne ne peut vous enlever. En sortant de l'amphithéâtre, j'ai marché jusqu'au jardin du Luxembourg, m'asseyant près du bassin où des enfants faisaient naviguer des petits bateaux. Le soleil de juin baignait Paris d'une lumière dorée, transformant même les pigeons en créatures presque élégantes. J'ai observé un vieil homme nourrir les oiseaux, une jeune femme lire sur un banc, un couple s'embrasser sous un marronnier. Toutes ces vies qui se déroulaient en parallèle de la mienne, toutes ces histoires que je ne connaîtrais jamais mais qui formaient, avec la mienne, la tapisserie complexe de l'existence humaine. On me demande souvent comment j'ai pu rester si calme face à l'effondrement de ma vie. La vérité est que je ne l'étais pas. J'ai connu la rage, le désespoir, l'incompréhension la plus totale. Mais j'ai refusé que ces émotions définissent mon avenir. En perdant tout, un mari, une maison, une vision de l'avenir, j'ai trouvé quelque chose d'inestimable, ma voix. Et quand j'ai finalement utilisé cette voix, je n'ai pas eu besoin de crier. Il m'a suffi de murmurer, avec une clarté tranquille, compris. Ce soir-là, de retour dans mon appartement du 15e, j'ai ouvert les fenêtres pour laisser entrer l'air tiède du début de l'été. La Seine scintillait sous les dernières lueurs du jour, ponctuée par les bateaux-mouches chargés de touristes. J'ai respiré profondément, savourant cette paix qui n'était pas l'absence de tempête, mais la certitude d'avoir appris à naviguer dans les eaux les plus tumultueuses. La solitude ne me faisait plus peur. La liberté non plus. J'avais compris que les fins n'étaient souvent que des débuts déguisés. Et ce début-là, je l'écrivais moi-même, mot après mot, jour après jour, avec une plume trempée non pas dans l'amertume du passé, mais dans l'encre prometteuse des possibles.